Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, et pour faire suite à un live que j'ai pu faire sur Instagram il y a quelques jours, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous en tant que sportifs et tous et toutes évidemment, pour votre pratique, pour progresser dans votre pratique à tout moment de l'année et en particulier maintenant qu'on va pouvoir sortir dans quelques jours. Alors, vous l'aurez compris, c'est évidemment le fractionné. Alors, le fractionné, il y en a une panoplie immense, d'accord? C'est applicable dans tous les sports, quasiment, et c'est essentiel pour pouvoir améliorer vos capacités physiques dans un domaine ou dans l'autre. Donc c'est sur ça qu'on va revenir aujourd'hui, sans être trop poussé et on va dire sans avoir une démarche trop scientifique. Je vais essayer de vous simplifier la chose pour comprendre les choses à faire et à ne pas faire dans le fractionné pour travailler efficacement, sans vous blesser et pour progresser le plus possible. Donc, pour, pour faire suite à la vidéo, à mon live sur Insta l'autre jour, je vais reprendre les bases avec les choses à ne pas faire ou à ne pas dire et les choses dont vous devez vous méfier en fait. Alors tout d'abord, ceux que j'ai déjà entraînés ou ceux avec qui j'ai déjà parlé d'entraînement le sauront, il y a une chose à oublier, à bannir pour 98% des coureurs. Or, c'est plutôt ce nombre de gens-là qui font du 30-30. Voilà, vous l'aurez compris. Cet exercice-là, il est à bannir, hormis sur très peu de répétitions. Pourquoi? Parce que quand on fait du 30-30, c'est une répétition très courte. Donc, qu'est-ce qu'on a l'envie de faire? C'est à fond. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. C'est en général, on commence l'exercice à fond. Sauf que quand on en a 10, 15, 20, 30 à faire, qu'est-ce qui se passe? On va commencer le premier 30 secondes à, je sais pas moi, 15, 18, 20 à l'heure, 25 à l'heure selon votre niveau. Et le deuxième, il va être moins vite, ce qui est normal, troisième, etc. et tout. Sauf que quand on va arriver au 15e, on va être à des années-lumière de la première répétition. Or, à part, évidemment, des fois travailler sur la fatigue ou quelque chose comme ça, sinon ça n'a que très peu d'intérêt. Ce type d'exercice est intéressant en travaillant surtout AVMA par exemple, que ce soit AVMA plat ou AVMA ascensionnel. Et pour ce faire, on doit rester à cette allure ou entre 95 et 105% de VMA tout le long de l'exercice. Et pas commencer à 130 et finir à 70. Donc, hormis pour des coureurs très entraînés qui se connaissent parfaitement, cet exercice n'est pas du tout applicable et efficace, surtout pour des débutants. Hormis dans une mesure qui est à 6 fois 30-30, 30 secondes à fond, 30 secondes récup, parce que là on est sur un travail lactique. Alors, on peut encore une fois le faire différemment avec 30 secondes d'effort et plus de récup pour travailler la puissance lactique, donc vraiment l'effort maximal en ayant éliminé une partie de l'acide lactique, ou 30 secondes, donc là on reste sur notre 30-30, avec très peu de répétitions, et là on est sur la tolérance au lactique. Ce qui peut être intéressant à travailler pour une attaque, une fin de course, etc. Mais c'est 6 fois maximum, vraiment grand maximum. Ou alors, si vous arrivez à en faire plus, c'est que vous n'êtes pas vraiment à fond. Et dans ce cas, on est sur l'exo de base qui est plutôt AVMA par exemple, ou légèrement plus. Donc voilà, donc pourquoi cet exercice est à bannir. Ensuite, d'autres choses que je voudrais cibler, c'est quand on parle de seuil. Alors, le travailler au seuil, on l'entend de partout, en course à pied, en vélo et tout. Oui, oui, je dis pourquoi pas, mais lequel de seuil? Alors, il y a le seuil aérobie, il y a le seuil anaérobie, il y a le SV1, donc seuil ventilatoire 1 en triathlon surtout, le SV2, seuil ventilatoire 2. Bon d'accord, alors quand je travaille au seuil, je travaille quoi? Ah, bah, moi il faut qu'on me dise, hein, quand on me dit je travaille au seuil. J'ai fait 20 minutes au seuil. Alors là, par exemple, c'est vraiment important de préciser, déjà pour le coureur, pour qu'il ne soit pas perdu, et puis même pour savoir ce qu'on veut
travailler comme zone. Parce que si on est au seuil aérobie, déjà la durée, le temps de maintien, il va être beaucoup plus long que sur du seuil anaérobie. Ce qui est évident, vu qu'on est moins haut en intensité. Donc ça, il faut se méfier de ça notamment sur les programmes tout faits qu'on voit sur Internet ou des choses comme ça. Parce que le piège, c'est d'être dans la mauvaise zone d'intensité et du coup, pour parler simplement, de se cramer en fait. Et de ne pas travailler ce qu'on veut. Parce que tout simplement, quand on fait du travail spécifique, par exemple d'allure oui, enfin, que ce soit à plat ou sur un travail beaucoup plus long, enfin, ou en montagne ou autre chose, on travaille sur la mémoire musculaire, on travaille sur les réflexes du corps, sur une foulée. Et si on n'est pas à la bonne intensité, à la bonne fréquence, en fait, le corps, il est perdu. Parce qu'il va travailler une fois à une telle intensité, une fois à une autre, et ça aura que peu d'intérêt. Donc pour ça qu'il faut être très précis. De la même façon, quand on voit du fractionné sur piste, donc pareil dans des programmes tout faits, s'il n'y a pas l'intensité ou une zone cardiaque à respecter ou un temps donné sur la distance donnée, c'est pas la peine. On oublie l'exercice ou alors on cherche à l'appliquer avec notre VMA ou quelque chose comme ça. Je donne un exemple, si on vous dit de faire 8 fois 500, sans donner de précision d'allure, bon ben là, on peut pas faire. On peut pas. Alors le 8 x 500, il va être à 95% de VMA, à 100%, à 105%, selon la récup. Mais c'est pas 8 x 500 tout court. Voilà. Donc ça, c'est les choses dont il faut se méfier. Alors maintenant, on va passer sur les choses positives et les choses à faire plutôt. Alors là, il y a une panoplie immense, immense. Parce que en fractionné, en fait, à partir du moment où on arrive à le justifier par rapport à ce qu'on veut développer, par rapport aux courses qu'on prépare, on peut presque tout faire en fait. Il y a des règles de base comme dans l'entraînement en général. Il y a des règles de base à respecter, donc comme je vous l'ai dit par exemple pour le 30-30 ou des choses comme ça, pour pas partir droit dans le mur ou pour travailler de façon logique et efficace. Mais après, tout est possible. Pour connaître évidemment ces bases, il faut connaître un minimum. Bon, ça VMA, oui, c'est vrai. VMA attentionnel, pas forcément. Mais c'est surtout, il faut connaître anaérobie et lactique, anaérobie, lactique, aérobie. Les trois filières énergétiques, je n'avais plus le mot là, excusez-moi. Les trois filières énergétiques qui régissent tout, en fait, notre corps, qui font que notre corps fonctionne. Donc, une fois que vous avez ça, vous savez que en anaérobie alactique, vous pouvez tenir moins de 10 secondes. Donc là, c'est si on veut travailler du sprint pur. Donc, que ce soit sur piste ou même pour des coureurs qui font du plus long, il faut le travailler. Ça ne me choque pas du tout de voir un ultra-trailer qui prépare ou même de le faire, un ultra-trailer qui prépare l'UTMB pour parler à tout le monde, et de lui faire 8 sprints de 10 secondes à fond sur une fin de côte, par exemple. Alors, vous allez me dire, 8 fois 10 secondes pour quelqu'un qui prépare une course de 25 heures, on va dire, si c'est un très bon coureur, c'est ridicule. Non, parce qu'il ne faut négliger aucune filière, parce que tout entre en jeu, en fait, en même temps, plus ou moins. La filière aérobie, au final, elle est tout le temps en marche, parce qu'on respire toujours, en fait. À part peut-être sur un sprint de 5 secondes, mais sinon, toutes les filières sont en marche en même temps. Il faut juste savoir laquelle est privilégiée à un instant T. Donc sur un sprint de 30 secondes, vous serez en anaérobie lactique. Et ça, il faut le travailler aussi parce que si vous êtes si à un moment donné, vous êtes forcé de faire une accélération pour pas que quelqu'un revienne sur une fin de côte, ou pour vous relancer tout simplement, ou quelque chose comme ça, et que vous tombez dans le lactique, donc c'est-à-dire que vos muscles sont saturés en acide lactique, si vous ne l'avez jamais travaillé, au bout de très très peu de temps, vous allez avoir les cuisses qui brûlent, vous n'allez plus pouvoir avancer. Donc, d'où l'important de le travailler, cette tolérance au lactique, pour
repousser un petit peu cette zone rouge qui va arriver tôt ou tard, hein, en moins de 3 minutes dans tous les cas, mais le plus tard possible. Ça peut vous permettre de passer à une fin de boss ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, quand je dis qu'on peut à peu près tout faire, c'est que, hormis ces bases, on peut tout imaginer. Un travail à VMA, par exemple. Donc, si on respecte cette allure, donc on pourrait, là, dans ce cas, faire du 30-30, comme on peut faire des 5 minutes. Mais dans ce cas, si on veut faire 5 minutes à VMA, il faut au moins autant de récup. Le temps de récup, comment on le fixe? Alors, là, c'est la question un peu plus épineuse, même si, là encore, il y a beaucoup de liberté. Parce que ça dépend vraiment de ce qu'on veut travailler. Comme je vous l'ai dit, pour un 6 x 30-30, on peut faire 6 x 30 secondes en lactique, on peut garder 30 secondes de récup, comme on peut mettre 5 minutes. C'est totalement un objectif différent. Travailler sur le lactique accumulé ou l'éliminer. Alors, sur un travail à VMA, on peut essayer de rester le plus longtemps possible à VMA avec peu de récup. Là, on est vraiment sur du développement pur de notre vitesse maximale aérobie. Ou alors, mais on risque de dégringoler sur la fin. Alors, l'effet sera peut-être le même, mais là, ça dépend vraiment de la tolérance de l'athlète et de son temps de maintien. Parce que, comme vous savez, on peut tenir entre 6 et 8 minutes à VMA. Donc, quelqu'un qui va être plus proche des 8 minutes, il va pouvoir te faire des répètes, par exemple, de, je sais pas moi, des 400 mètres. Il va pouvoir en faire plus avec 1 minute de récup. Quelqu'un qui a un temps de maintien moins élevé, il va plutôt prendre plus de récup et faire pourquoi pas plus de séries, ou pas forcément, mais il va les faire plus proprement, en restant vraiment précis à l'allure. Ce qui est important, donc voilà, sur ces exos d'allure spécifique, que ce soit VMA ou que ce soit une allure de course, une allure marathon, une allure semi, une allure 10 km, c'est d'être le plus précis possible. D'accord? C'est inutile et même contre-productif de commencer vos répétitions à 93% de VMA si vous travaillez une allure 10 km et de finir à 87%. Le but, c'est d'être le plus linéaire possible. Si vous visez 90%, vous restez à 90% presque tout le long, à 1 seconde près selon la durée de l'exercice, bien sûr. Alors après, il faut penser à éviter la répétition, la monotonie de l'exercice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La monotonie de l'exercice, donc inutile de faire trop de répétitions d'un même exercice ou de le répéter trop de fois dans la semaine ou dans les semaines qui se suivent. Il faut varier. Par exemple, avec l'exercice qui est très pratique, qui est la pyramide. Donc, toujours en travaillant disons à 105% de VMA sur des exercices courts. On va faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, avec par exemple le même temps de récup, 1 minute d'effort, 1 minute récup, 2 minutes d'effort, 2 minutes récup, 3 minutes d'effort, etc. Et décroissant, et 2 minutes et 1 minute. Et ça peut être un bon palliatif à une séance piste ou à plat classique, parce que du coup le temps d'effort est différent et la perception de l'effort est différente. Après ça, on peut tout à fait repartir sur un 10 x 400 à 95% de VMA sans problème, sans problème. Alors, après, le temps de récup doit-il être équivalent au temps d'effort? Comme je l'ai dit, c'est vraiment adapté, ça doit être adapté à ce que vous voulez travailler, à la capacité que vous voulez travailler. Bien que globalement, c'est souvent vrai sur des exercices modérément longs. Donc sur des 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Après, plus non, parce que plus on va sortir des hautes intensités et on va passer plus sur du seuil aérobie en général, où là on peut faire des longues répétitions, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes au seuil aérobie. Pour rappel, là c'est une allure d'un contre-la-montre d'une 30aine de kilomètres en vélo,
ou c'est l'allure d'un 10 km route à peu près à pied. Donc c'est une allure soutenue, mais qu'on peut tenir 35-40 minutes à peu près. Ça dépend des individus, ça dépend bien sûr du travail dans cette zone. Donc à partir de là, le fractionner sur quelque chose qu'on peut tenir aussi longtemps, une intensité qu'on peut tenir si longtemps, on peut le faire sur des longues durées, mais avec peu de récup parce que il y a peu d'acide lactique qui est généré. Il y a une fatigue musculaire, mais qui est, si on peut la tenir 40 minutes de suite, forcément sur 5 ou 10 minutes, c'est très très soutenable. Donc à partir de là, il y a besoin de peu de récupération. Donc pourquoi pas sur un travail de seuil aérobie faire des répétitions, par exemple 4 répétitions de 10 minutes avec 2-3 minutes de récup entre, récup active bien sûr. Alors j'en viens là-dessus, la récupération entre les répétitions sur un fractionné, doit-elle être active ou passive? Là encore, ça dépend ce que vous voulez développer. En général, ne serait-ce que pour éviter de vous blesser ou pour faciliter la récupération pour la suite de l'exercice, il est préférable de faire une récupération active. Donc, que ce soit en trottinant ou en marchant. Mais ça peut avoir dans certains cas un intérêt de faire une récupération passive, c'est-à-dire totalement à l'arrêt, surtout pour les exercices les plus intensifs. Donc je parle encore une fois là par exemple du travail lactique. Sur un 6x30-30, là je ne vois aucun problème par exemple de faire 30 secondes à fond, 30 secondes accroupi, arrêté accroupi. Là on est sur vraiment le travail maximal de tolérance au lactique. Parce que si on ne marche pas, on reste sur place, on élimine rien du tout de l'acide lactique stocké dans le corps. Donc, celui-ci est encore présent quand on repart pour la répétition suivante et la douleur est décuplée. Donc, on a vraiment un travail sur cette douleur et sur cet acide stocké, qui est extrêmement important sur une fin de course, par exemple. Donc après, pour la plupart des exercices, ça sera de la récupération active, en sachant que on peut aussi mixer avec, par exemple, si on a 2 minutes de récup, pourquoi pas 1 minute de marche, 1 minute de proprioception, donc sur une jambe ou 1 minute de chaise ou des choses comme ça pour, en même temps, commencer et activer la récupération musculaire, mais également solliciter le muscle différemment. Ce qui l'aide à récupérer, mais ce qui aussi propose un autre travail. Donc beaucoup de choses à faire là encore différentes, mais beaucoup de choses possibles. Alors, en sachant qu'il faut la récup active aussi n'est pas à négliger du tout en fin de séance, parce qu'elle permet de récupérer sur le moment. Bien sûr, ça c'est évident, mais c'est surtout pour les séances d'après, comme pour la fin d'une course d'ailleurs. Si on a encore la force un peu de bouger, il faut un petit peu marcher, courir pour commencer à nettoyer les muscles, entre guillemets, et faciliter leur régénération. Parce que, comme je vais le rappeler, quand on court, comme quand on fait n'importe quel exercice physique, le muscle casse des fibres musculaires. Enfin, l'effort casse des fibres musculaires. Et la récupération, c'est quoi? Et c'est ce qui nous fait progresser aussi, augmenter notre masse musculaire et renforce nos muscles du moins, c'est quand ces micro-lésions se réparent et que le muscle se ressoude. Donc, faciliter cette reconstruction musculaire, c'est donc évidemment récupérer plus vite. Et c'est ça qui est à prendre en compte justement pendant la séance de fractionné aussi, parce que il faut être à l'écoute du corps à tout moment. Si vous sentez des douleurs trop intenses ou si vous sentez que vous tirez trop, alors là, un petit problème de batterie. Si vous sentez que ça tire trop tout simplement, il faut vraiment rester vigilant à ça pour ne pas aller trop loin dans les répétitions ou dans l'effort demandé. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair et vous avoir un petit peu éclairé sur ces questions de fractionner.
Maintenant, on approche du déconfinement, donc bientôt, on va pouvoir appliquer tout ça dehors, en pleine nature. Si vous avez besoin de plus de conseils, je reste disponible bien sûr via la page Team Provence Endurance ou via mon compte perso ou ma page entraîneur. Je vous propose aussi dès demain de retrouver sur mon site TPE Adventure Training une rubrique qui est un programme d'entraînement pour 2 mois spécial déconfinement pour vous aider à préparer la reprise après ces mois compliqués. Donc pour essayer de le prendre progressivement et ne pas vous blesser dès la reprise. Et je vous invite aussi pour les derniers jours à commander le petit manuel du trailer, pour un petit manuel humoristique que j'ai sorti pour vous aider à passer mieux ces jours enfermés. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour la longueur et à bientôt.